Merci fidèles téléspectateurs de la tribune de Leader. Nous sommes une fois de plus très heureux de vous tenir compagnie dans le cadre de cette grande émission. Nous allons vous rappeler que pour le précédent numéro, nous vous avons apporté un grand homme de la science. Il s'agissait là du professeur ordinaire Patrick Makalanzingou qui avait développé un thème très intéressant. Il parlait de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes étudiants. Comment est-ce qu'on peut créer des entreprises? Et au travers de vos questions, nous lui avons une fois de plus approché pour que cette fois-ci il puisse répondre à une question bien précise. Il s'agit là de comment avoir le financement pour, n'est-ce pas, créer des entreprises et s'émouvoir et créer l'interdépendance au sein de la jeunesse. Ce sont de telles questions que nous aurons des réponses auprès du professeur. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans l'entretien que nous avons prévu avec lui, nous lui donnons l'occasion de vous dire bonjour. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'avoir pour la seconde fois approché. Je voudrais en profiter pour dire bonjour à vos téléspectateurs qui trouvent que le thème est intéressant. Merci beaucoup, professeur. La fois passée, nous avons parlé de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est facile que les jeunes arrivent quand même à non seulement assimiler, mais à mettre en pratique ce concept qui est beaucoup plus complexe à ces jours? Vous savez, le mot facile que vous utilisez devrait être écarté du langage de l'entrepreneuriat. Parce que qui dit entrepreneuriat suppose que l'on mette en pratique la sentence divine qui dans le jardin d'Éden avait dit à Adam que tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. L'entrepreneuriat inspire entreprendre, mener des actions qui vous permettent d'obtenir des revenus. Que le revenu soit petit, moyen ou grand, mais il faut entreprendre. Donc, il faut beaucoup d'endurance, surtout pour les jeunes, parce que qui dit jeune fait penser au dynamisme de la jeunesse, à la force physique, à la force morale et à la force intellectuelle. À côté de l'endurance, il faut la persévérance. Mais tout cela, comme je l'ai dit la fois passée, endurance, persévérance, courage, mais au-dessus de tout, il faut une vision. Il faut le devenir. On n'est pas jeune pour rester éternellement jeune. Il faut s'insérer dans les rouages de la société. Il faut lutter chaque jour ici. Nos jeunes sont peut-être confrontés à des facilités que donne la nature à la République démocratique du Congo. Mais toujours est-il qu'il faudrait transformer ces facilités, les valoriser. Quand je parle de valoriser, c'est leur donner la valeur en termes monétaires, en termes de création de richesses, en termes de la participation à l'évolution positive de notre pays. Donc rien n'est facile. Rien n'est facile, professeur, mais il y a eu un moment où le jeune Congolais était beaucoup plus axé aux études. Il pensait que juste après les études, il doit chercher le travail, se faire embaucher dans une entreprise qui va lui réserver un revenu qui pourra peut-être lui donner la possibilité de subvenir à ses besoins. C'était ça le rythme auquel le jeune était habitué. Mais on est en train de se rendre compte que ce rythme est en train de montrer ses limites au point qu'il n'y a pas assez de débouchés de travail et tout ça, ça crée le chômage. Et aujourd'hui, vous voulez ramener le jeune à l'entrepreneuriat. Ne pensez-vous pas que ce changement peut créer un peu de séisme et de difficultés au sein de notre société pour que les jeunes arrivent à comprendre cela? Tout à fait. Là, vous mettez l'accent sur notre système éducatif. Voilà. Et par-dessus le marché, le système d'enseignement.
où, pour ne pas vous répéter, tous les parents, toutes les familles envoyaient leurs enfants dans des écoles pour qu'ils obtiennent des titres. Moi, lorsque j'enseigne, je dis aux jeunes gens, l'enseignement est nécessaire et même plus indispensable. Mais c'est pour accroître la capacité de concevoir, d'orienter sa vie et de penser plus le devenir. Ce n'est pas le diplôme qui confère l'argent, ce n'est pas le diplôme qui confère le travail. Dans la situation actuelle de notre pays, ce serait un mythe. C'est parmi les mythes que nous développons théoriquement dans nos cours qu'obtenir un diplôme, quel que soit le niveau, c'est atteindre sa finalité dans le monde. Les philosophes disent que lorsque quelqu'un a le diplôme, il doit être triste parce qu'il pense avec le diplôme avoir atteint un degré élevé du savoir, de la connaissance, mais il va se retrouver qu'il est même plus ridicule que les gens qui n'ont pas étudié lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est bien d'inciter, de former les enfants, de les envoyer dans des écoles, mais c'est en fait pour le savoir à côté du savoir-faire, mais aussi du savoir-être, qui sont des objectifs pédagogiques. Un savoir qui n'apporte rien à la vie concrète ne sert à rien. Il faut réformer le système éducatif à partir des écoles fondamentales. Il faut que ce système puisse se plancher sur la professionnalisation. On l'a dit plusieurs années, on l'a répété. Dommage que la réforme ne puisse commencer que par l'université, comme récemment avec le ministre de tutelle. Je dirais bien, la refonte devait commencer par les niveaux fondamentaux. Il faut que les gens comprennent que c'est un pays gâté par le Créateur et que moindre effort qu'on fait dans quelques secteurs, on s'enrichit. Les mythes de diplôme, il faut les abandonner. On court vers le diplôme comme ces gens qui courent vers des pratiques non religieuses pour avoir de l'argent. Voilà. Et même si vous allez prier pour avoir l'argent sans avoir travaillé, vous ne l'aurez pas. Exactement. Je voudrais me répéter que la sanction divine a été: vous devez travailler et gagner votre pain à la sueur de votre front. Il s'avère qu'à travers cette sentence, le travail est une punition divine. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter, peut-être que je l'ai dit la fois passée, le travail dont on parle était de transformer la nature. Ils étaient dans un jardin d'Éden, le premier travail par excellence, où on peut trouver des revenus, où on peut avoir de la matière première pour accéder à l'industrie, qu'elle soit artisanale ou autre. Mais c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie. Il faut tailler dans la nature que Dieu nous a donnée. Nous sommes dans un pays où tout est encore intact. Mais ceux qui voient de loin viennent prendre des richesses pendant que nous dormons. Et nos jeunes vont dans des écoles, ils philosophent, ils font de l'histoire, ils sont dans des économies non adaptées, et ils apprennent des sciences politiques et pensent que c'est devenir ministre. Même dans des technologies. Oui, ils ne sont pas orientés. Voilà. Alors que dernièrement, je lis aussi, bien que ça soit sujet à caution, sur les réseaux sociaux, voilà un jeune homme de 5e pédagogique qui invente un véhicule à eau. Où est-ce qu'il a trouvé cette inspiration? Il faut se demander. Nous avons les matériels, nous avons les matériaux, nous pouvons envoyer nos enfants vers des écoles de formation professionnelle. Aujourd'hui, vous envoyez votre enfant avec un grand diplôme, je ne vais pas citer certaines branches. Lorsqu'il part dans des pays
du Nord, on lui demande qu'est-ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Très important, c'est comment arriver maintenant à créer ces entreprises-là. Nous sommes dans un état où tout n'est pas propice pour pouvoir arriver à créer ces entreprises. Ça demande également de moyens financiers. La plus grande question que les jeunes se posent, comment alors trouver tous ces moyens pour arriver n'est-ce pas, à concrétiser toutes ces idées, toutes ces inspirations que les jeunes arrivent quand même à avoir, pour arriver peut-être demain ou après-demain à mettre en place des entreprises qui pourront aussi aider la nation et aider aussi ces jeunes-là. Oui, votre question est très complexe. Les jeunes se demandent, mais le professeur nous demande d'aller créer des entreprises. On va les créer sans moyens. Ils pensent, eux, naturellement, que par moyen, on attend l'argent. Mais sur le plan pratique, une entreprise est créée à partir de la combinaison de certains facteurs. Voilà. Mais le premier moyen, c'est l'homme. J'ai parlé de l'homme qui a la culture, qui a les savoirs, mais qui doit lier son savoir au savoir-faire. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est le matériel, ou la nature tout simplement. Comment voulez-vous qu'un jeune homme qui n'a pas été à l'université arrive à résorber le chômage en vendant des fleurs au coin de la rue et il arrive à subvenir à ses besoins? Qu'a-t-il fait? Lui, il a conçu qu'avec des fleurs tirées de la nature, il peut créer moyen argent. Combinaison des facteurs qu'on nous chante en économie. Quand vous dites les facteurs de production, eux ils retiennent. Mais dans la pratique, ils ne comprennent rien. Comment on arrive à voir des personnes qui n'ont pas été dans des écoles ou dans des instituts ou dans des universités ayant pignon sur rue, mais qui sont des millionnaires et des milliardaires? C'est là que l'hypothèse que j'aimais trouve son explication. On peut créer une entreprise tout à fait par hasard, par l'observation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? On peut créer aussi une entreprise parce que le besoin actuel dans votre environnement vous permet de chercher un revenu et de vous insérer dans la société. Il n'y a pas un schéma didactique pour conseiller aux jeunes gens, même si je donne le cours d'entrepreneuriat, que si vous suivez ce schéma, vous créerez l'entreprise. On a constaté que souvent les enfants qui sont dans des familles, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des commerçants, arrivent facilement à imiter leurs parents. Il n'est pas passé par le même schéma que son père, mais il peut vendre et parler à faire plus facilement. Et dans la vie, on a constaté, selon les enquêtes de certains auteurs congolais, tout comme étrangers, que lorsque les enfants vivent dans un quartier industriel, ils ressentent le besoin de faire la livraison aux industries de certaines matières premières. On a vu des jeunes gens de Kingabwa à une période donnée, à Kinshasa, qui allaient au port, qui achetaient des sacs de maïs et qui venaient faire la livraison au niveau des brasseries et qui gagnaient facilement de l'argent. On a vu des jeunes gens ici, c'est de l'entrepreneuriat ça. On a vu des jeunes gens dans la commune d'Indili, même ceux qui n'ont pas appris la mécanique, devenir des vrais mécaniciens. Ils sont capables de vous transformer une épave en véritable voiture. Et compte non tenu de certains inconvénients liés à des personnes qui peuvent rouler les acheteurs. Et moi j'ai l'expérience de jeunes gens qui ne sont pas des mécaniciens, qui sont partis à Turin, et dans cette ville très industrialisée, lorsqu'il y a accident, on abandonne les véhicules. Et des familles ayant un revenu élevé, certains employés qui prennent des véhicules à crédit, en cas d'accident, il n'a pas besoin de cette voiture, il va avoir une autre, ça dépend de conditionnalité. Mais les jeunes Congolais récupéraient ces véhicules, en faisaient de véritables véhicules neufs qu'ils envoyaient ici et qu'ils vendaient. Je n'ai pas vécu, mais on m'a donné cette histoire. Et les gens, les Italiens ont dit, mais
On a affaire à des jeunes nègres, mais qui sont des génies. Voilà. Comment il peut transformer une telle voiture totalement accidentée que nous avons déclassée en un matériel roulant de première qualité? Voilà. Et ils les ont embauchés. Et ces jeunes gens sont devenus des riches. Voilà. Cette volonté, cette vision, cette pratique, ce courage auquel j'ai fait allusion, cette persévérance, tout cela vous permet de valoriser votre travail et partant votre personne et votre famille. Ainsi de suite. Mais on doit rester après université en train de jouer aux dames, nous aux cartes, et en culotte sous un arbre. Devenir parieur. Et il cherche du travail, il devient parieur. Mais c'est le défaut du système éducatif actuel qu'il faut réorienter. Comment voulez-vous que ce jeune homme reste un sous-manguier avec un diplôme dans la maison en train d'attendre de trouver du travail? Alors, prenons des cas. Comment vous pouvez aller vous faire embaucher à notre pays? Voilà. On n'a pas été payé et vous vous dites non, on va nommer un DG qui est de ma famille, il va m'embaucher. Comment vous pouvez aller à l'office de transport se faire embaucher? Vous allez vous faire embaucher pendant que ceux qui sont là, ils attendent, frappés par l'attentisme. Vous voulez aller dans quelle entreprise publique qui est capable de vous donner un salaire qui va vous permettre de vivre du 1er au 30, de scolariser vos enfants, de vous construire une case, oui, ou tout au moins d'en louer une, de vous permettre le transport. Mais ça, c'est des rêves. On a un pays avec des potentialités naturelles énormes. Moi, j'observe, une maman maraîchère nourrit sa famille, oui, mais la terre est généreuse. Elle ne fait comme petit effort de travail. Lorsqu'il trouve un outil, il produit. Étant professeur, pensez-vous mettre en place des mécanismes à même de réformer notre système éducatif et puis permettre un peu aux jeunes gens de pouvoir suivre des filières qui vont les orienter dans la création des entreprises où c'est un peu difficile à ce honnête moment qu'on y arrive? Ce que nous faisons avec vous, c'est notre contribution dans la recherche des solutions à la problématique de l'entrepreneuriat. Mais essentiellement ici, il est question de mettre en place des politiques publiques au niveau du système éducatif. Et les politiques publiques sont conçues, mises en œuvre et même évaluées par des pouvoirs publics. Les tenants du pouvoir public se trouvent, et je le dis souvent, comme acteurs majeurs dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques. Mais la société civile, elle a son rôle comme acteur dans l'ensemble des principes liés à l'éducation technique, à l'éducation scientifique, à l'éducation morale, à l'éducation religieuse. Et doit veiller. Nous devons développer les mécanismes de contrôle. Nos parents actuellement, nous les parents, nous voulons beaucoup plus amener nos enfants vers des écoles dites privées. Voilà. Mais pourquoi? Parce que l'utilité est énorme par rapport à l'utilité sociale des écoles publiques qui n'ont plus l'ensemble des mécanismes de contrôle, d'inspection et de suivi qu'il faut développer. À côté de cela, nous ne sommes pas seuls dans le pays. Moi, je reviens à la phrase qui a choqué certains, oui, la phrase du président Fachi qui disait, oui, et les enseignants, je ne sais pas si je vais traduire réellement sa phraséologie, les enseignants n'ont plus de matière. Voilà. Mais il disait la vérité. Voilà. Les gens s'en sont pris à cette phraséologie, mais c'est une réalité. En fait, ils prenaient l'assise sur les fondements de la réforme du système éducatif. Voilà. Mais nous sommes en retard sur le numérique. Nous sommes en retard sur la technologie. On est en train même dans l'histoire de donner cours
à nos enfants l'histoire de l'Europe occidentale, alors que les enfants ne connaissent pas les grandes personnalités de notre pays. Alors, il dit ça, les gens contestent. Mais vous contestez, mais quelle est la solution? Au-delà de la question que vous avez posée, et je vous résume, il faut des politiques publiques courageuses, mais il faut aussi des hommes qui pensent le devenir de la nation pour se remettre en cause. On ne doit pas être là en disant non, je suis professeur ordinaire, donc détenteur de la vérité. Non, c'est faux ça. Ouais. Merci beaucoup, professeur. Nous allons peut-être conclure notre entretien avec l'ouvrage que vous êtes en train de mettre en place. Si vous pouvez, dans quelques lignes, nous parler un peu de ce grand ouvrage qui pourra apparaître dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette grande œuvre? En fait, je parle de l'entrepreneuriat avec double aspect. Je l'insère dans un contexte multiculturel de notre pays. Nous sommes plus de 320 tribus et il y a une multiculturalité dans ce pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je l'insère dans ce que j'appelle la dynamique communautaire. L'entrepreneuriat dans notre pays devrait normalement poser moins de problèmes si et seulement si on s'inspire des valeurs sûres qui nous sont propres. Valeurs qui font que nous d'abord c'est la communauté et pas l'individualité. Et le deuxième élément, le deuxième facteur dans ces livres, nous c'est l'auto-entreprise. Pendant les moments difficiles que traverse notre population, par exemple celle de l'Est qui subit des affres d'une guerre, les gens peuvent encore tenir, et même en se déplaçant à l'Est, à l'Ouest comme au centre, comment nos milieux ruraux vivent et soutiennent les actions et arrivent à survivre. C'est par l'auto-entreprise. Le deuxième facteur que j'utilise dans ce livre, qui est contextualisé, c'est le savoir local. On a un savoir millénaire, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ce savoir est ignoré par les gens qui sont dans la ville et qui se trouvent coupés de la source. Lorsque dans nos milieux, ces gens, nos frères, nos sœurs, nos citoyens développent le savoir local, ils arrivent à des performances incroyables dans tous les secteurs, qu'ils soient secteur agricole, minier, culturel et même forestier. Ils trouvent de quoi vivre et survivre. Ça étonne les autres. Nous devons développer ce qu'on appelle savoir local, et dans certains aspects on appelle ça savoir paysan. Il y a des pays comme la Tanzanie qui a mis l'accès et le Kenya sur le savoir local, et aujourd'hui ces pays sont en avance par rapport à nous. L'incubation entrepreneuriale, avec notre formation, avec la pratique que nous avons, l'expérience pratique que nous avons acquise dans d'autres milieux, et avec ce que nous faisons comme observation, nous incitons les jeunes à écouter, à suivre et à chercher par endurance à mettre en pratique des éléments qui leur permettent de se libérer à la recherche de revenus d'une manière licite. Voilà mon dernier mot. Merci. À travers cette tribune, je rappelle que nous sommes entretenus avec le professeur Patrick Makala-Nzengu sur l'entrepreneuriat. Nous avons parlé comment trouver des moyens pour pouvoir créer des entreprises. Il nous a briefé un peu sur ce grand ouvrage qui va paraître dans les jours à venir, où il est en train de marteler sur l'entrepreneuriat. Je dis donc merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous fixons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez toujours branchés sur votre chaîne. Ne nous quittez pas, car vous aurez des plus amples matières pouvant vous permettre de croire en termes d'entrepreneuriat. Merci.